Nous sommes le 26 octobre 2022 et il est 14h03 en France. Et je compte partager un document que j'ai élaboré moi-même qui présente ce que j'appelle la totalité de l'être prenant conscience de lui-même, qui est en fait le processus de l'esprit. Alors je sais que ça sonne un peu étonnant comme ça, mais c'est pour ça que je vais expliquer et détailler. Et donc, alors certains certains passages sont en anglais, mais il y a des traductions françaises, je commenterai brièvement. Donc, qu'est-ce que l'être ? L'être se structure en 3 moments principaux, la logique, la nature et l'esprit. La logique, c'est la pensée pure, l'intellect. La nature, c'est le monde spatio-temporel, le monde de la matière, de l'espace, du temps, du mouvement, de la physique, de la chimie, de la biologie, si on devait simplifier. Et l'esprit, c'est le monde de la conscience humaine, tout ce dont l'être humain a conscience et tout ce qu'il produit par sa conscience, que ce soit les institutions ou les formes artistiques, et c'est par les déterminations anthropologiques et psychologiques que l'être humain prend conscience d'un monde existant qui lui fait face, du monde naturel et d'autres esprits, au sens d'autres consciences, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 grands moments de l'être. Ensuite, le monde de l'esprit, justement, il se divise en esprit subjectif, objectif et absolu. L'esprit subjectif, ça comprend l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'être humain en général, dans ses déterminations biologiques, mais pas uniquement, ça ce serait de la zoologie, de l'anatomie ou de la physiologie, dans ces déterminations biologiques, sociologiques et psychologiques. Donc c'est là la sociobiologie de la psychologie, c'est l'être humain, non pas en tant qu'animal, mais en tant qu'humain, c'est-à-dire déterminé naturellement par la biologie, mais également par la pensée et par les échanges sociaux. Voilà. Donc ça comprend l'anthropologie, la phénoménologie, qui est le rapport de l'être humain à la conscience, c'est-à-dire au monde qui lui apparaît, le rapport d'un sujet pensant à un objet phénoménal, c'est-à-dire qui apparaît de façon d'abord sensible, et la façon dont l'être humain conceptualise, pense cet être qui lui fait face, ce monde, si vous voulez. Et enfin, la psychologie, c'est les déterminations de la psyché, ou de l'âme, si on veut, c'est l'esprit au sens la pensée, la volonté, les tendances, le caractère, les passions, les instincts, l'intelligence, l'imagination, etc., etc. L'esprit objectif, c'est la façon dont l'esprit subjectif, c'est-à-dire les êtres humains déterminés socio-biologiquement, psychologiquement, si vous voulez, se donnent à eux-mêmes une présence extérieure par des institutions, si vous voulez, c'est la vie en société de façon institutionnelle, c'est-à-dire, simplement dit, le droit, la morale, ou la moralité au sens, les comportements collectifs en société, et ce qu'on pourrait appeler Sittlichkeit en allemand, c'est-à-dire la coutume ou les mœurs, pas au sens les bonnes mœurs, mais au sens la vie collective, c'est-à-dire l'économie, la sociologie, la politique, la géopolitique et l'histoire, si vous voulez, si on devait simplifier, c'est-à-dire comment les êtres humains s'organisent en collectivité pour maintenir un certain degré de vie commune possible, aussi paisible que possible, que souhaitable, etc., etc. Et l'esprit absolu, c'est le rapport de l'esprit à lui-même qui se rend manifeste par la création artistique, la conscience religieuse et la philosophie, qui est la pensée de la totalité. C'est faire retour sur la totalité de façon pensante, de façon conceptuelle. Voilà. Donc là, on va voir les sous-divisions. Donc là, maintenant, c'est en français et en anglais. Anthropologie, phénoménologie, psychologie, ce sont les sous-déterminations de l'esprit subjectif. L'esprit objectif, la loi, la moralité. Sittlichkeit, c'est la coutume ou les mœurs. Et là, voilà, on a des sous-divisions un peu plus précises, un peu plus détaillées. Donc, qu'est-ce que j'entends à ce moment par Sittlichkeit ? On a la famille au sens social, l'économie domestique, la sociologie, les politiciens, la politique. Là, on verra la droite et la gauche, le monde du divertissement, la technologie, la géopolitique et l'histoire.
l'esprit absolu, c'est des exemples d'art, la musique, le cinéma, la littérature. En fait, toutes les formes d'art peuvent être listées, mais là, ce document, c'est la façon dont ma vision du monde s'est forgée à travers les années, si vous voulez. Donc c'est pas complet, c'est pas exhaustif, c'est relativement systématique dans la forme, mais c'est à compléter, évidemment. Chacun pourra le compléter de sa propre vision des choses, de son propre point de vue, de sa propre perspective. Ensuite, la religion et la philosophie, voilà. Et donc, ce qu'on appelle Dieu, c'est l'être, la totalité de l'être prenant conscience de lui-même. Et comment Dieu prend-il conscience de lui-même? Par la médiation de l'esprit, par d'autres esprits, par la conscience humaine. Donc chaque individu humain reflète une partie, une étincelle, si vous voulez, si on devait parler de façon poétique, de l'esprit de Dieu. Chaque individu pensant contient dans sa pensée, qu'il exprime par le langage ou par les actions en extériorisant, par le travail, si vous voulez, le travail créatif ou le travail manuel ou intellectuel, il exprime un certain moment de l'esprit de Dieu. Voilà. Et donc ensuite, on va voir, il y a une liste de scientifiques, d'intellectuels, de journalistes, d'hommes politiques, de youtubeurs, d'influenceurs, comme on appelle ça, de figures publiques, dont chacune reflète un certain moment ou un certain degré de l'élévation de l'esprit, un mode de la substance, pour parler comme Spinoza. C'est-à-dire un point de vue, une fenêtre de conscience qu'a l'être par la médiation de la nature et de l'esprit, c'est-à-dire un être humain, c'est un être humain, il est naturel, il est déterminé zoologiquement, biologiquement, mais il est aussi déterminé anthropologiquement, psychologiquement, et ensuite socialement au sens large, c'est-à-dire économie, politique, etc., etc. Et donc chaque être humain reflète, est un miroir de l'être, si vous voulez, et c'est un miroir qui fait partie de ma réalité et que je tente de penser comme étant un reflet de moi-même. Voilà. Donc, les subdivisions de la logique. On peut simplifier, la logique, ça contient la métaphysique, c'est la pensée des déterminations abstraites de l'essence. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce qu'une chose? Non pas telle chose particulière, déterminée, singulière, pas ce porte-monnaie, mais une chose en général. C'est là qu'on a les catégories qualité, quantité, causalité, substance, accident, etc., etc. Les mathématiques, c'est la science, si vous voulez, des déterminations quantitatives du nombre, c'est l'arithmétique, et de l'espace, ce serait la géométrie, plus l'algèbre, l'analyse, etc. La logique, c'est la science de la pensée rigoureuse, des déterminations de la pensée, des lois de la pensée. Comment pense-t-on et comment doit-on penser pour penser correctement? C'est voilà, la vérité se doit d'être conforme à la logique. En un certain sens. Et l'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. Qu'est-ce que connaître? Comment connaît-on? Comment est-on certain de sa connaissance? La différence entre la croyance, l'opinion, le doute, la certitude, la foi, le savoir, etc., etc. La nature, ça, ce sont des sous-divisions qui apparaissent dans ce document. On a les sciences en général. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers cosmique, si vous voulez, les planètes, les galaxies, les systèmes, le système solaire, les planètes, les étoiles, etc., etc. La physique, le monde spatio-temporel, le monde de la matière, du mouvement, de l'énergie. La chimie, les interactions entre des objets physiques qui produisent un changement de structure entre les atomes et les molécules, pour voilà, la transformation de la matière. La géologie, c'est l'étude au sens large, ici, c'est l'étude de la structure du sol planétaire ou extraterrestre, on pourrait dire. Planétaire, c'est-à-dire les déterminations du sol, ça inclut les volcans, l'étude des volcans, la séismologie, la topographie, la géographie en un certain sens, si vous voulez. Bon, c'est au sens large, c'est les sciences de la Terre, si vous voulez. La biologie, c'est la science de la vie, les organismes vivants, les bactéries, les champignons, les animaux, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié. L'écologie, c'est l'interaction
Les plantes, évidemment, pardon. Oui, bactéries, champignons, plantes, animaux, c'est les grandes classifications de la biologie moderne. L'écologie, c'est l'interaction des organismes vivants avec leur environnement vivant ou non vivant. Avant d'être une idéologie politique, c'est une science. C'est comment interagissent les organismes vivants avec leur environnement. Voilà. Donc ça, c'est en gros très simplifié les déterminations fondamentales, la division ontologique, ça a rapport à l'être, de ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est physique, chimie, géologie, biologie, pour simplifier. Et l'esprit, donc là, on a les sous-divisions de l'anthropologie. La sociobiologie, c'est l'étude de détermination du comportement humain tel qu'il est influencé, déterminé par des déterminations, c'est-à-dire des caractéristiques biologiques, c'est-à-dire des instincts, des tendances, des pulsions qui viennent de la génétique et des déterminations de la nature, si vous voulez. C'est-à-dire que l'être humain, l'idée principale de la sociobiologie, c'est que l'être humain n'est pas un être purement pensant, au moins dans un premier temps, c'est avant tout un être naturel qui est déterminé à agir de la façon dont il le fait par son aspect biologique, que ce soit dans le rapport des genres ou dans le rapport des groupes ethniques, ou au sein même d'un groupe homogène, les rapports entre les divers individus en termes de statut, entre les mâles, la compétition pour les femelles, etc. Enfin, dans le jargon humain, ce serait les hommes et les femmes, mais d'un point de vue sociobiologique. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en tant qu'être humain, partiellement déterminé biologiquement, mais aussi socialement et psychologiquement. La démographie, c'est l'étude des changements de la population, l'évolution quantitative, etc., etc. La phénoménologie, c'est le rapport de la conscience à l'objet qui lui apparaît. L'objet peut être la nature, l'esprit subjectif, l'esprit objectif, l'esprit absolu, etc., etc. La psychologie, ici, on a des déterminations qui sont la psychologie en termes de quantification de l'intelligence, le langage, ça appartient grosso modo dans cette structure à la psychologie. La psychologie en tant que telle, c'est-à-dire les déterminations de l'intériorité, l'âme, les émotions, les sentiments, la mémoire, l'imagination, les comportements déterminés par l'individualité psychique humaine, et ça inclut psychanalyse, psychiatrie, etc., etc. L'humour aussi, il faut de l'humour parfois. Ensuite, l'esprit objectif. Donc, le premier moment, c'est la loi. La loi, c'est une détermination abstraite qui est valable universellement au sein d'un espace géographique déterminé dans lequel tous les individus qui en font partie doivent obéir à cette loi pour vivre en collectivité. Après, est-ce que la loi est juste? Est-ce qu'il faut toujours obéir à la loi? Ça, c'est une question philosophique. Donc, on a le droit, l'éducation et la criminalité, c'est-à-dire la violation du droit. Voilà. C'est des exemples que je dirais. Alors, c'est pas forcément très rigoureux parce que l'éducation, on pourrait ranger ça dans Sittlichkeit, mais bon, ici, c'est de façon formelle. La moralité, ici, ça inclut les comportements déterminés par la conscience de l'intériorité, de la volonté. C'est pas les instincts biologiques, même si c'est en partie, ça en dérive en partie, mais c'est comment se comporter dans le rapport de soi à soi et aux autres. Ça, ce serait la moralité. Le droit, ce serait le rapport des uns aux autres indépendamment de l'intériorité. C'est-à-dire le droit, il faut y obéir quoi qu'on en pense, c'est ce que généralement la doctrine du droit, alors que la moralité, le rapport de soi à soi est très important. Il peut y avoir des conflits entre les deux. Ce qui est moral peut être illégal, ce qui est légal peut être injuste, etc., etc. C'est une question philosophique vieille comme le monde, et d'actualité également. L'ancien, le nouveau, etc., etc. Donc la masculinité, la féminité, on pourrait dire, ou le féminisme, c'est différent, c'est des débats récents, modernes, du XXIe siècle. Voilà, donc les LGBTQ, ça fait partie des questions de société, si on veut, surtout dans le monde occidental. L'idéologie woke, l'antiracisme, et tout ça, ça pourrait être rangé dans la catégorie marxisme culturel, et donc la critique du marxisme culturel. Donc tout ça, ce sont des débats de société, si vous voulez, dans le monde occidental, principalement dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde occidental en général, c'est-à-dire en France également, qui est un pays particulier de l'Occident. Ensuite, Sittlichkeit, donc les mœurs, se subdivisent en... Alors ça, c'est les catégories, on a l'économie en général, les libéraux, les keynésiens, les libertariens, les marxistes, la question de la dette, de la monnaie, et la critique de la réserve fédérale. La critique de l'euro, c'est dans la monnaie. Voilà, donc ça, ce sont des listes de détermination du monde économique telles qu'elles apparaîtront. Ça fait déjà presque 15 minutes, j'ai même pas fini l'introduction, mais je continue.
Ensuite, l'économie domestique, là on a le minimalisme, j'en reparlerai, le survivalisme et les anarcho-primitivismes, c'est-à-dire comment organiser l'économie au niveau individuel et ne pas dépendre, ou dépendre le moins possible de la collectivité, parce qu'il y a des problèmes économiques au niveau collectif. Voilà. La sociologie, c'est la façon dont s'organisent les êtres humains en différentes fonctions, différents rôles, différentes classes. Voilà, c'est la structure d'une société où chacun trouve sa place ou pas. Comment les groupes sociaux qui sont déterminés par l'origine, l'appartenance, le niveau de richesse, d'éducation, etc., de diplôme, comment ils s'organisent, leurs interactions réciproques, etc. Ensuite, les politiciens. Alors, il y a une liste de politiciens au pouvoir, le gouvernement américain, des anciens présidents et des politiciens en général. Donc ça, c'est la politique politicienne, c'est-à-dire les gens officiels, si vous voulez, et la politique au sens plutôt théorique, au sens sérieux du terme, on pourrait dire, la philosophie politique, et là, les différentes branches, on a des intellectuels mondialistes, des nationalistes non européens, des écolo-bobos, donc là, vous verrez la liste d'individus qui s'expriment publiquement dans les journaux, dans les médias, sur YouTube, par des livres, etc. Donc des intellectuels mondialistes, pas seulement en France, hein, c'est des Américains, des Occidentaux principalement, des Anglo-Saxons, des Canadiens, en fait, de façon très, très majoritaire, des Occidentaux, c'est-à-dire, ça c'est une détermination héritée de la guerre froide, si vous voulez, mais en fait ce sont des Européens anthropologiques, des Blancs, comme on dit, ou comme on ne dit pas justement, principalement, mais pas que, mais originaires, d'un point de vue de la citoyenneté, des États-Unis, du Canada, du monde anglo-saxon, le Royaume-Uni et les anciennes colonies, ou bien la France, l'Allemagne et d'autres. Voilà. Donc c'est comme ça que se structure la vie politique, intellectuelle et politique de l'Occident, mais du monde en fait, on en reparlera, d'un point de vue de gauche, donc les intellectuels mondialistes, les nationalistes non européens, les écolo-bobos, la gauche conservatrice, la gauche islamo-sceptique, les islamo-gauchistes, la gauche pro-souveraineté, les communistes, les anarcho-communistes, les écologistes, voilà. La droite, on a les médias alternatifs, qui dans le monde occidental sont généralement de droite, les conservateurs américains, à droite modérée, les populistes, les islamophobes, les immigrés occidentalisés, des étrangers originaires d'un pays non européen qui se sont adaptés aux valeurs de l'Occident en termes d'institutions, voilà, qui généralement sont plus à droite que beaucoup d'Européens anthropologiques de gauche. Parce que quand ils réussissent, quand ils s'intègrent socialement, etc., ils ont du succès, et donc ils veulent préserver les valeurs de l'Occident, alors que beaucoup d'Européens de gauche, ou de droite d'ailleurs, ils sont opposés. L'alt-light, qui est un mouvement principalement américain ou nord-américain, mais qui en fait reflète une tendance généralisée dans le monde occidental, c'est-à-dire une sorte de révolte douce contre le système, comme il dit, par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou des médias alternatifs. On a les républicains durs, pas les républicains de France, mais des États-Unis, l'extrême droite molle, les libertariens, une critique non raciste de la question juive, on en trouve, les catholiques réactionnaires, l'alt-right, c'est la droite alternative, c'est une résurgence d'une forme de nationalisme ethnique, mais c'est un peu plus subtil que ça, ou moins subtil, mais ça fait partie, c'est un mouvement américain officiellement, mais en fait c'est une tendance qui traverse tout le monde occidental. La bourgeoisie, l'extrême droite, ensuite on a les libertariens pro-européens, des juifs pro-européens, l'identité blanche en tant que telle, le nationalisme blanc, ça fait partie des résurgences ou de l'émergence au niveau occidental d'une conscience collective, et l'extrême droite en général, donc on a toutes les tendances. Ensuite, le divertissement, bon là on a des sports en général, l'ASMR, on trouve des chaînes d'ASMR, c'est de la détente par les sonorités sur internet. La technologie, là j'ai listé des entrepreneurs et des lanceurs d'alerte, comme on dit. La géopolitique, on a les élites cosmopolites, la géopolitique en tant que telle, le complotisme, les théories du complot, les conspirationnistes, etc. Et les historiens. Voilà. Et l'esprit absolu, enfin, alors dans la musique, là j'ai listé des artistes afro-américains, des artistes américains européens, des blancs, comme on dit, ou comme on ne dit pas justement, des latinos, ou des hispaniques, et autres.
Donc c'est pas très rigoureux dans le sens où j'ai pas rempli systématiquement de façon exhaustive, c'est juste la structure qui a façonné ma vision du monde. Je pourrais rajouter des artistes français, musiciens, etc., chanteurs. Cinéma, bon, j'ai listé des acteurs et des cinéastes. La littérature, principalement des écrivains américains et anglais. Ce sont des gens vivants, si vous voulez. C'est pas, j'ai pas listé la littérature du passé, mais les écrivains modernes que j'ai lus, plus ou moins. Ensuite, la religion. Donc là, on a des théologiens. Le paganisme formel qui fait une résurgence sur Internet et dans des cercles aux États-Unis principalement, mais aussi en France et un peu partout dans le monde occidental, mais principalement aux États-Unis. Le New Age, les sorcières, qui sont en fait des femmes très majoritairement européennes qui ont une conscience spirituelle, une conscience cosmique de leur rapport à la nature, au cosmos, etc. Et donc qui ont des dons de prophétie ou d'anticipation ou d'interaction avec l'univers, etc., etc. La magie, les païens. On a une résurgence du paganisme, pas seulement formel, mais avec un contenu idéologique, un contenu politique. Ensuite, la philosophie. On a le traditionnalisme, qui est une réaction contre certaines dérives de la modernité, si vous voulez. C'est la droite de façon plutôt spirituelle, métaphysique, si vous voulez. La conscience cosmique, on a un développement au niveau planétaire. Mais en fait, tout ça se passe au niveau planétaire, mais c'est seulement pour l'instant une prise de conscience, surtout dans les pays anglo-saxons, un peu dans les pays occidentaux en général, et au niveau mondial, en fait, le rapport de l'individu humain à la conscience de la totalité d'une façon cosmique. Donc on a des penseurs cosmiques qui sont sérieux, souvent des scientifiques ou des gens qui ont eu des expériences personnelles, etc. J'appelle les dieux et déesses européennes, qui sont en fait des païens qui ont atteint un niveau de conscience parce qu'ils sont passés par la plupart, si ce n'est toutes les médiations que je viens de montrer, et qui comprennent le monde, se comprennent eux-mêmes et comprennent leur rapport à la totalité beaucoup mieux que tous les autres. Des philosophes hegéliens et la philosophie en général. Voilà. Donc, ça c'était pour l'introduction. Ça fait 22 minutes. Je vais faire une petite pause, boire un verre d'eau, et ensuite je montre les noms que je commenterai brièvement, et j'explique le processus. Voilà. Ok, j'ai pris 2 minutes de pause, et donc j'en profite pour expliquer. En fait, l'être, c'est la détermination la plus universelle, la plus abstraite. Tout ce qui est peut être dit être. On peut prédiquer l'être à peu près tout, même au néant. On verra ça plus tard peut-être. Et donc, j'ai montré la structure formelle, et maintenant, j'ai listé des individus qui s'expriment publiquement par des publications scientifiques, par des interventions, des conférences, publications de livres, conférences, interventions publiques, créateurs de contenu sur YouTube, etc., qui chacun reflète dans un domaine particulier un état de conscience, si vous voulez, un niveau de conscience dans un domaine particulier. En fait, chaque individu a plus ou moins conscience de façon vague de toutes les déterminations, ou pas, justement, parce qu'il est ignorant, parce qu'il manque de temps, d'intelligence, de volonté, d'intérêt, les conditions ont fait qu'il n'a pas pu, etc. Mais chacun a une conscience de la totalité. C'est ce qu'en philosophie ésotérique on appelle l'unité du microcosme et du macrocosme, l'ordre à petite échelle et l'ordre à grande échelle. Donc chacun reflète une partie du tout, si vous voulez, mais ici, j'ai listé de façon structurée. Donc, on va commencer par la logique. Alors, c'est pas de façon exhaustive. C'est des individus, ou des penseurs, ou des écrivains, ou des scientifiques, ou des intellectuels que j'ai rencontrés au cours de mon développement psychologique, intellectuel, spirituel. Et donc, par exemple, en logique, qui se divise donc en métaphysique, mathématiques, logique en tant que telle, et épistémologie, des mathématiciens, si vous voulez, on trouve des interventions publiques sur YouTube, des youtubeurs de chaînes, alors c'est en anglais, mais qui s'expriment qui sont des chaînes qui parlent de mathématiques. C'est un niveau intellectuel très élevé, mais c'est très intéressant. Donc, ça permet à ceux qui s'intéressent aux mathématiques d'avoir accès en temps réel aux avancées les plus récentes, ou une interprétation différente des anciennes connaissances en temps réel, ceux qui ont le temps, l'opportunité de s'instruire, voilà. Et Monsieur Villani, qui fait des interventions publiques, j'ai pas regardé ses interventions publiques sur les mathématiques, mais c'est juste un exemple d'un mathématicien, voilà. Mais il y en a plein d'autres, en fait, on pourrait lister tous les mathématiciens publics, mais c'est juste pour exprimer l'idée que la connaissance mathématique est rendue accessible en temps réel sur Internet, ce qui permet
d'avoir accès à l'éducation pas de façon gratuite, parce qu'il faut payer le système électrique, la technologie, etc., mais de façon relativement peu coûteuse par rapport au prix d'une éducation socialiste. On y reviendra peut-être. Voilà, donc c'est un exemple. Ensuite, j'ai pas trouvé, il y a sûrement des logiciens. J'ai fait des vidéos de logique en anglais, je compterai en faire en français, je compte faire des vidéos de logique en français, voilà. L'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. Voilà, la nature. Ensuite, là c'est intéressant, les sciences, on a par exemple ces chaînes en allemand, qui sont ce sont des youtubeurs, on trouve ça sur YouTube, qui font des commentaires sur les avancées de la science, donc on a accès en temps réel à la totalité presque de la connaissance scientifique la plus récente, de façon relativement peu coûteuse pour qui a un accès à Internet. Donc ça, c'est, au cas où ce serait pas clair, j'aurais peut-être dû le préciser, mais c'est une première dans l'histoire de l'humanité. L'humanité a accès en temps réel à toute la connaissance sur le cosmos et sur les déterminations spirituelles, si vous voulez, à tous les niveaux. Voilà. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps, pas l'intérêt, pas l'argent, pas la motivation ou pas la conscience. J'essaie de contribuer à partager des liens. Voilà, donc ça c'est des chaînes en allemand. Ensuite, la cosmologie, on a en accès en temps direct sur Internet à des conférences de cosmologistes parmi les plus compétents, les plus sérieux, les plus avancés, avec le degré de connaissance le plus élevé, surtout aux États-Unis. Monsieur Krauss, John Hagelin, Neil deGrasse Tyson, Leonard Susskind, Carl Sagan, c'est des vidéos un peu plus anciennes, mais ces gens-là sont des cosmologistes, astrophysiciens ou physiciens théoriques modernes, et pour quiconque sait parler anglais, il peut avoir accès, il peut prendre 1 heure, 2 heures, plusieurs heures, pour avoir accès de façon pédagogique, parfois même ludique, aux connaissances sur la structure du monde que nous habitons, pourrait-on dire. On a des anglais aussi, Penrose, Higgs, Martin Rees. Pareil, ils font des conférences accessibles sur YouTube, sur la physique, l'astrophysique, les grandes questions que l'humanité, dans une perspective chronologique, s'est posée depuis des millénaires. Étienne Klein fait des vidéos en français, c'est un physicien français, et ça c'est pour illustrer que l'esprit des physiciens, en fait il n'y a qu'un seul esprit, puisqu'il n'y a qu'un seul monde physique, et la conscience des déterminations physiques, astrophysiques, cosmologiques de l'univers se rend manifeste à elle-même par l'intermédiaire de ces penseurs, si vous voulez. Et ensuite, leur connaissance est transmise à tous ceux qui ont l'intelligence, la compétence, la volonté, l'intérêt de suivre ce qu'ils disent, parfois de les contredire, parce que c'est pas toujours vérité à proprement parler, il y a des contradictions, il y a des manques, etc. Mais c'est un processus de développement, voilà, de prise de conscience. Ensuite, on a Roland Lehoucq, Sven Ortoli, Aurélien Barraud, donc astrophysicien plus ou moins qui s'exprime. History of the Universe, c'est en anglais. La théorie du tout avec Kurt Jaimungal, c'est un immigré installé au Canada, qui est très compétent, qui fait une théorie de la totalité d'un point de vue physique. Voilà, c'est accessible sur YouTube. Science Profitée, c'est des conférences pédagogiques en français, principalement de monsieur Étienne Klein. Voilà, donc ça, c'est juste des exemples de l'éducation rendue accessible en temps réel à quiconque a la possibilité, l'intérêt, la volonté, l'envie, la capacité de s'y intéresser. Dans le domaine de la physique, bon, ça couvre en partie de la physique, ce que je viens de lister. La chimie, on doit trouver des chimistes, c'est pour ça que c'est pas exhaustif, c'est simplement la structure. La géologie, on a BBC Earth en anglais, donc la chaîne BBC fait des vidéos sur la géologie et les sciences de la vie. La biologie, on a monsieur Richard Dawkins, qui s'exprime sur, c'est un peu un défenseur du néo-darwinisme, la génétique darwinienne, de la théorie de l'évolution. Il y a des conférences en anglais accessibles. Paul Stamets, c'est sur un biologiste, et Robin Wall Kimmerer, une américaine native, amérindienne scientifique, qui fait des vidéos pareilles sur l'écologie, la biologie, etc. L'écologie, justement, Dan O'Neill, c'est en anglais. Dennis Meadows, le rapport Meadows, officiellement de plusieurs décennies, Glenn Albrecht d'Australie, et Jean-Marc Jancovici, un français. Donc voilà, c'est des exemples d'écologistes. Quiconque s'intéresse à l'écologie peut replacer ça dans le contexte structurel de l'être, donc dans la cosmologie, la physique, la chimie, la géologie, la biologie, enfin l'écologie, et c'est pour ça que j'essaie de promouvoir et d'offrir une vision structurée, de façon simplifiée, de la totalité, pour replacer les choses dans leur contexte, d'un point de vue de la totalité. Voilà. Ensuite, l'esprit, anthropologie.
dans la sociobiologie. Ici, ce ne sont pas des gens qui font forcément des conférences, même si on peut en trouver, mais ce sont des gens qui écrivent des livres, des sociobiologistes modernes. Alors, est-ce qu'ils sont... Oui, alors, ce sont principalement des Américains. C'est pour ça qu'aux États-Unis, grâce à la liberté d'expression, il y a un développement possible et un progrès des sciences, et donc les connaissances les plus actuelles, les plus récentes, les plus pertinentes, les plus voilà, sont rendues accessibles à ceux qui peuvent s'acheter des livres sur Amazon et qui savent lire l'anglais, ou qui vivent aux États-Unis, ou qui ont des connexions peut-être dans des cercles de scientifiques, etc. Mais ce sont le genre de sujets qui sont peu abordés en France, soit pour des raisons morales, soit pour des raisons culturelles, mais ça empêche le progrès des sciences. Ça continue un déclin intellectuel considérable dans un pays comme la France et dans les pays qui n'ont pas accès à ce genre de connaissances. Voilà, c'est pour ça que les États-Unis sont le pays le plus avancé, le plus intelligent, le plus vivant d'un point de vue intellectuel et spirituel. Donc là, ce sont des noms de sociobiologistes modernes qui expliquent les comportements humains par des déterminations biologiques. Voilà, c'est des travaux très intéressants. Monsieur MacDonald a écrit sur les stratégies évolutionnaires de groupe, il a été traduit en français. David Booth, c'est sur la psychologie évolutionnaire. Ici, c'est sur l'évolution, pareil, théorie de l'évolution, les rapports à la psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire comment les comportements humains, individuels et collectifs, sont déterminés par l'évolution, dans cette perspective. Michael Levine, juif d'origine américaine, qui a écrit des livres sur le féminisme, sur la question du problème, la question raciale aux États-Unis, les rapports entre les groupes ethniques, etc. Philippe Rushton a fait des recherches sur le sujet. Michel Drac a promu Philippe Rushton, Michel Drac qui est un youtubeur français, donc c'est un exemple de la façon dont l'esprit, la pensée, l'intellect voyagent à travers l'espace et le temps par la prise de conscience, et que chacun peut s'approprier ses pensées, si elles sont justes, si elles sont pertinentes, et les partager à son tour. Voilà. Frank Salter, qui vient d'Australie, il a écrit sur la génétique. Edward Dutton, The Jolly Heretic, il fait des vidéos en anglais sur la sociobiologie, qui explique les comportements humains. Donc quiconque cherche à comprendre comment les êtres humains agissent, pourquoi ils agissent de la façon dont ils agissent, pourquoi se comportent-ils ainsi, ça n'explique pas tout, mais ça explique en partie. Il peut se référer à ces travaux rendus accessibles sur YouTube. Les autres, il faut acheter des livres. Voilà, Rutherford Adam, qui a écrit une histoire de l'humanité. Matt Ridley, pareil, la sociobiologie. Ça, c'est un livre un peu plus ancien. Robin Baker, c'est sur les rapports entre les sexes. Nicholas Wade, c'est la sociobiologie. Helmut Neiborg, c'est sur l'intelligence, les différences ethniques, les différences entre les genres, la sociologie influencée par le quotient intellectuel, etc. C'est de la science la plus récente, la plus cohérente, si vous voulez. Cavalli-Sforza, c'est des études génétiques qui confirment les anciens anthropologues du XXe siècle, mais avec les données de la génétique moderne, qui confirment qu'il y a des différences génétiques entre des groupes humains, ce qu'on n'appelle pas justement les races ou les ethnies, ou de façon détournée, mais en fait ce sont des groupes génétiques qui sont déterminés par des différences biologiques. Ça ne veut pas dire supériorité, infériorité dans tous les cas, ça veut simplement dire que les groupes diffèrent d'un point de vue génétique, ne serait-ce que pour les questions de maladie, de santé, etc. C'est juste de la science, c'est juste du bon sens, on pourrait dire. Martin Van Creveld, juif israélien, qui a écrit sur le féminisme, entre autres. Voilà. Ensuite, l'anthropologie, donc ça c'est des noms un peu plus connus. Donc ce genre d'anthropologues, on les trouve pas, enfin de sociobiologistes, on les trouve pas dans le monde intellectuel français, en français, ou alors très rarement. Et c'est des gens intelligents qui sont obligés de faire la transition, parce que les Français sont un peu en retard à ce point de vue-là. Les Français qui, dans la perspective historique, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, étaient l'un des pays, si ce n'est le pays le plus avancé, le plus éclairé, le plus prestigieux, etc., qui a décliné au XXIe siècle, au XXe siècle, pour diverses raisons. Voilà, donc des anthropologues un peu plus mainstream, comme on dit, c'est-à-dire plus populaires. Monsieur Noah Harari, qui a écrit Noah Harari, qui a écrit un livre aussi sur l'histoire de l'humanité, mais dans une perspective non sociobiologique, de façon juste anthropologique, en parlant de l'être humain en général, en évitant de façon controversée certains sujets sur les différences, etc. Descola et Latour, ce sont des anthropologues français. La démographie, ça entre dans les sujets de société en Occident. La phénoménologie, la psychologie. Donc là, on a des psychologues qui travaillent sur la question, qui ont fait des conférences, ou continuent d'en faire, ou publient des livres sur la question du quotient intellectuel, c'est-à-dire l'intelligence déterminée quantitativement et son impact, son influence sur la vie sociale. Donc on a Monsieur Johnson, Richard Lynn, qui a fait des travaux très importants sur la relation entre le quotient intellectuel et les déterminations économiques, si vous voulez, la richesse des nations interprétée par le prisme de la psychologie du QI.
Michael Woodley of Maine, un Anglais qui a des travaux très récents, très pointus sur le sujet. Heiner Rinderman. Pareil, ces gens-là, en fait, s'influencent réciproquement, c'est-à-dire c'est une sociologie moderne qui prend en compte la psychologie sérieuse et la biologie pour comprendre les déterminations des sociétés humaines. C'est pour ça que dans un pays comme la France, qui est influencé historiquement par le marxisme politique, mais aussi épistémologique, ces individus sont laissés complètement de côté par l'autorité de quelqu'un comme Monsieur Pierre Bourdieu, qui explique que les recherches sur l'intelligence, c'est du racisme de classe, en gros. Mais sinon, si on ne prend pas en compte les déterminations d'intelligence, si on ne comprend pas que, généralement, ça a été mesuré, etc., mais que les gens les plus intelligents ont tendance à s'élever dans la hiérarchie, c'est pour ça que, en termes purement quantitatifs, intelligence quantitative, et que les moins intelligents ont tendance, de façon statistique, à se trouver au bas de l'échelle sociale, il y a d'autres facteurs, mais c'est une tendance qui peut être mesurée quantitativement, qui correspond au bon sens. Ben, on peut être très intelligent en termes de QI et être un idiot, j'en ai parfaitement conscience, mais juste que ce type de recherche n'avance quasiment pas en France, ces ouvrages ne sont pas traduits, parce que la culture, justement, donc la France est un pays en phase d'arriération, si vous me permettez l'expression, intellectuelle, parce qu'il n'y a pas la volonté de faire progresser les sciences, alors que l'information est rendue légale, publique, accessible en temps réel, ce qui fait que les nouvelles générations, le contre-pouvoir médiatique des médias alternatifs, la dissidence, comme ils appellent ça en France, peut s'abreuver et s'imprégner d'idées nouvelles, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, ce qui a mené à la Révolution française. C'est pour ça que le transfert de connaissances, l'acquisition de connaissances produit des changements sociaux, politiques, des changements dans les mentalités. C'est pour ça que il y a une tendance à vouloir revenir à l'ancienne France, mais l'ancienne France, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle aura été médiatisée par le développement de la connaissance au niveau occidental, mais au niveau mondial, en fait. Voilà. Le langage. Monsieur Pinker et Monsieur Chomsky, qui sont des linguistes prestigieux aux États-Unis, d'origine juive, et ça, ce sont des chaînes pour apprendre l'allemand sur YouTube. On peut en lister plein d'autres. On peut apprendre toutes les langues sur YouTube, c'est accessible en temps réel. Voilà, donc ça sert à remplacer le système éducatif, parfois dysfonctionnel. La psychologie au sens l'étude de la psyché et pas de l'intelligence. On a Monsieur Peterson qui fait des conférences, qui a une influence sur la jeunesse française. Rangez votre chambre, etc. Sandra Lacombe qui s'exprime en français, québécoise, une compréhension très fine de la psychologie. Monsieur Sheldrake, c'est une vision un peu cosmique, un peu paranormale, si on doit dire. Et ça, c'est une excellente scène, une excellente une excellente chaîne sur les études des problèmes psychologiques, psychiatriques, les souffrances, etc., etc. Et ça, ce sont deux individus éveillés. Donc ils ont très peu d'abonnés, mais en fait leur contenu est très profond, très intéressant, donc c'est accessible, c'est en anglais, mais il faut savoir parler anglais. La raison pour laquelle peu de Français parlent bien ou correctement l'anglais, c'est dû en partie au système éducatif. On peut réparer ça par une transmission de la connaissance, peut-être. Bref, l'humour, bon ça ce sont de l'humour juif aux États-Unis, voilà. On pourrait lister tous les humoristes, mais bon, j'ai pensé au Woody Allen, Mel Brooks, voilà. Ensuite, l'esprit objectif. Dans le domaine du droit, alors là on pourrait citer tous les juristes, les avocats, les théoriciens du droit, etc. En termes d'éducation, là on a des chaînes en français qui dénoncent les problèmes du système éducatif, mais il faut replacer ça dans le contexte, si vous voulez. L'éducation, c'est le produit de l'esprit subjectif et qui est en connexion avec le reste de l'esprit objectif et avec le monde naturel, etc., etc. Science Slam, je crois que c'est en allemand. Simple Viking, c'est en anglais, c'est un américain qui fait des cours. Donc en fait, chacun peut donner des cours en temps réel, s'il a les compétences, s'il a l'intelligence, transmettre son savoir de façon non rémunérée, s'il en a les moyens, et rendre ça accessible à tous les autres, ce qui permet de remplacer le système éducatif. Voilà. Il faut juste la structure, la cohérence, la systématicité et la rigueur, un minimum, et l'intelligibilité, voilà. Ensuite, on a TED, Pursuit of Wonder, TED Ed, The IDcast Interview Series, Big Think. Donc, les États-Unis, qui sont très critiqués dans un pays comme la France, rendent accessible en temps réel, potentiellement au monde entier, à 4 milliards d'utilisateurs Internet, en anglais évidemment, des conférences sur à peu près tous les sujets, de façon structurée, de façon intéressante, de façon esthétique, des gens compétents dans leur domaine, c'est rendu accessible en temps réel, pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, parfois négativement sur les États-Unis, mais c'est un pays qui rend la connaissance accessible à tous. Ne parlons pas de Wikipédia, de l'Internet en général, voilà. Donc les gens qui critiquent les États-Unis, généralement le font
sur Internet, qui est une invention américaine, etc. Bon, bref. Le crime, donc des travaux sur les problèmes de criminalité. On a ça aux États-Unis. Flaherty et Paul Kersey qui ont écrit sur des problèmes de criminalité contre les blancs, en partie, dans une ville comme Détroit, la chute économique, le déclin de la ville de Détroit. Enzensberger a écrit partiellement en Allemagne sur les problèmes de radicalité de certains terroristes islamiques, mais pas que. Laurent Overton a documenté ça en France. Donc en fait, c'est un problème qui traverse tout l'Occident, le monde dans lequel on peut s'exprimer plus ou moins librement. Et ça permet aux citoyens ordinaires de prendre conscience de problèmes qui, en fait, n'ont pas lieu d'être une fois qu'on en prend conscience, de pouvoir y remédier. C'est-à-dire, il y a certaines déterminations sociologiques, économiques qui ne sont pas acceptables, ou alors difficilement, et ça en fait partie. Donc voilà, le peuple peut prendre conscience d'aspects de la société au sein de laquelle il vit, pas que en France, mais dans tout l'Occident, par la médiation de travaux comme ceux de Flaherty, Kersey, Overton et plein d'autres en fait. Voilà. Et c'est plus ou moins documenté, sérieux, statistiquement soutenu par des statistiques, etc. La moralité. En termes de masculinité, là, on a, c'est les anglo-saxons, les américains principalement, une résurgence de masculinité. Ce qu'on parfois les mictos, les incels, etc. Ça parle surtout aux jeunes mâles, blancs ou pas, parfois on manque d'affection, pourrait-on dire, sentimentale, ça leur parle, voilà. Mais ensuite, quelqu'un comme Rochedy, par exemple, Monsieur Rochedy, Julien Rochedy, il a aussi une chaîne, il parle de ça, il s'inspire de la sociobiologie et de la masculinité. Donc en fait, c'est une copie française, avec le charme, l'élégance, le côté séducteur des Français, pour le meilleur. Mais c'est une version française d'une idéologie américaine, en fait. Voilà. Les femmes, là, on a des femmes, des jeunes femmes indépendantes par l'esprit. Madame Petrov, Misha Petrov, qui est une jeune américaine d'origine d'Europe de l'Est, qui parle de sujets de société comme le LGBT, les théories du genre, etc., les problèmes du système éducatif. Donc, on peut avoir accès en temps réel, voir que les États-Unis ont un problème avec leur système éducatif, mais en France également aussi. Et ça, ce sont des Françaises, des femmes compétentes, on va dire, dans leur domaine, qui ont un esprit d'affirmation, voilà, des femmes intelligentes. Le féminisme. Les femmes intelligentes, généralement, quittent le féminisme. Donc là, on a en français, mais on trouve ça aux États-Unis. Ça, c'est une féministe intelligente, mais sinon, voilà, c'est l'exemple des personnalités publiques féministes dans le contexte français. Mais en fait, le féminisme, ça vient d'abord de France, puis ça va aux États-Unis, puis ça revient en France par la médiation, etc. Mais ce sont des femmes qui répètent les discours féministes à la sauce française, si vous voulez, mais en gros, on a ça dans tous les pays occidentaux. Là, c'est juste des françaises que j'ai listées, voilà. La fémininité traditionnelle. Alors ça, on trouve principalement aux États-Unis, c'est-à-dire ce sont des femmes indépendantes, mais qui se révoltent contre l'absence du patriarcat, qui veulent un retour au patriarcat, mais de façon intelligente, en termes de compétences intellectuelles, de volonté, d'affirmation de soi. C'est surtout des jeunes femmes aux États-Unis. Elles savent tenir leur maisonnée, je ne sais pas, mais tenir un discours. Elles sont cohérentes, structurées d'un point de vue féminin. Donc Stella, des Américaines, une Canadienne. Donc on peut avoir accès, si on parle anglais, en temps réel. Voilà, il y a un retour de la fémininité traditionnelle en réaction contre le déclin du patriarcat, voilà, et contre la résurgence de la masculinité. Ça fonctionne par paire, si vous voulez. Voilà. Et donc on a Madame Virginia Vota en France, qui est l'aspect catholique. Généralement, elles sont plus ou moins chrétiennes, mais ça peut être aussi avec diverses influences catholiques généralement, mais protestantes aussi. Voilà. On a des LGBTQ intelligents, des chaînes qu'on trouve sur YouTube, des jeunes binaires ou genrés féminins, des jeunes femmes, mais en quête d'identité. Et Madame Butler, qui est la théoricienne des transgenres, des queers, etc. Aux États-Unis. Voilà. Donc elles sont influencées par les idées de Madame Butler, mais les idées des LGBTQ, elles sont, elles se développent, elles voyagent, si vous voulez,
par la communication, et chacun peut se les approprier à condition de parler anglais, etc., et d'avoir un intérêt à promouvoir ce genre d'idées. L'antiracisme, alors là, on a aux États-Unis des exemples de penseurs, écrivains antiracistes, en Angleterre, et Madame Barbara Specter, ça c'est au niveau global, mondialiste comme on dirait, mais c'est surtout, la question est surtout d'actualité, question brûlante on pourrait dire, dans le monde anglo-saxon. Et en France, il y a cette ambiguïté de, on veut à la fois importer l'antiracisme pour imiter les Américains, pas toujours dans ce qu'ils ont de meilleur, mais aussi une sorte de rejet. Non, nous, la race, ça n'existe pas, ne venez pas nous parler de ça ici. Parce que justement, l'antiracisme, les gens intelligents comprennent que ça génère le racisme en réaction. Voilà. Donc la tentative d'importer ça dans l'idéologie woke génère, ou dégénère plutôt parfois, en racisme, et c'est ça qui explique le mouvement de la conscience avec la radicalisation des jeunes européens de droite, souvent des classes populaires. Voilà. L'idéologie woke, donc là on a des exemples en français, qui en fait copient l'idéologie woke venue des États-Unis. Voilà, ce sont ils répètent avec leurs mots, dans le contexte particulier français, une idéologie principalement anglo-saxonne. Les critiques du marxisme culturel, on trouve ça surtout aux États-Unis, ça vient de là-bas, mais en fait c'est l'idéologie qui rassemble la critique du patriarcat, de l'autorité, des rôles traditionnels hommes-femmes, l'autorité de la religion, les valeurs traditionnelles des sociétés occidentales, etc., etc. Des écolo-bobos, on a ça aux États-Unis, ici Monsieur Caron, c'est un écolo-bobo, voilà. C'est une figure de la conscience, voilà. Ce sont généralement des blancs privilégiés sociologiquement, socialement, qui veulent se distinguer des classes populaires en affichant leur statut. Voilà. Des nationalistes non européens, en France, il y a Madame Rokhaya Diallo, Ouria Boutelja, Kémy Seba, donc qui sont tolérés dans le système médiatico-politique, pas toujours politique, mais dans le système médiatique, parce qu'ils ont une vision du nationalisme non européenne. Mais les nationalistes européens, justement, ne sont pas tolérés. C'est une des contradictions du système. C'est que les non-européens ont le droit moral de défendre leurs intérêts tels qu'ils les entendent, mais les Européens natifs, anthropologiques, j'entends, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, partout où il y a des Européens anthropologiques, ils n'ont pas le droit moral, parce que la gauche domine, de défendre leurs intérêts. Voilà. Mais eux ont le droit, ce qui crée des frustrations des deux côtés. Une critique non raciste de la question juive, cet auteur est juif, Greg Felton et Michael Jones parlent de la question juive d'un point de vue, ici c'est d'un point de vue catholique, non raciste, et d'un point de vue économique, sans avoir les tendances antisémites parfois influencées par le racisme. Voilà, ça fait partie. Ensuite, en économie, alors Monsieur Bernanke et Janet Yellen sont les dirigeants, ont été des dirigeants de la Fed, la Réserve fédérale, qui est la banque centrale américaine, qui imprime la monnaie, change les taux, qui a une influence sur l'économie globale, y compris sur les banques européennes et les banques du monde entier, voilà, qui fait tourner la planche à billets, comme dit l'expression. Des économistes libéraux, ici nous avons des libéraux français qui en fait expriment les idées classiques du libéralisme. C'est un peu fade, c'est parfois du bon sens, mais c'est un peu fade, voilà. Monsieur Manant a une certaine profondeur, mais les autres, Jean-Marc Daniel, Agnès Verdier-Molinier, bon, c'est l'esprit libéral qui vient historiquement d'Adam Smith, Ricardo, etc., le 19e siècle, les néoclassiques à la fin du 19e siècle, l'école autrichienne, ce qui est un peu trop radical, c'est ce qui a donné lieu en partie au libertarianisme, mais en gros, les libéraux sont les mêmes partout, d'un point de vue intellectuel. Dans tous les pays, chaque pays a sa variété de libéraux, voilà, comme sa variété de keynésiens, etc., etc. Justement, voilà, des keynésiens. Stiglitz et Krugman sont influents aux États-Unis. Ils écrivent, Monsieur Krugman écrit dans le New York Times. Monsieur Piketty, je l'ai rangé parmi les keynésiens. Je suis pas sûr qu'il soit officiellement keynésien, mais en gros, ce sont des socialistes modérés en termes économiques. Voilà. Des économistes socialistes qui parlent parfois des questions en Europe, des questions au niveau mondial, des questions au niveau américain. Et Monsieur Piketty a eu beaucoup de succès commercial, littéraire, de librairie, on pourrait dire, aux États-Unis. Un peu moins en France avec son livre sur le capital, etc. Des libertariens et des marxistes, ils sont listés dans le domaine politique et pas économique. On verra plus tard. La dette, ici un ouvrage d'une femme américaine sur le problème de la dette aux États-Unis, qui sont là des problèmes globaux, si vous voulez. C'est-à-dire que l'endettement des ménages américains, à cause
des interventions de la Réserve fédérale a un impact en termes d'importation, en termes de taux de change, etc., qui se répercute à l'échelle mondiale. Voilà. Tout est interconnecté au niveau économique. Pas uniquement, tout est interconnecté au sein de l'être, mais au niveau économique, c'est un exemple. La monnaie, en France, on a Madame Valérie Bugeaud. Il y a beaucoup d'autres ouvrages sur la dette, sur la monnaie, mais ça, ce sont des personnes... on va en rajouter un. Monsieur Gérard Fouché, qui explique sur sa chaîne YouTube les fonctionnements de la monnaie. Voilà, les secrets de la monnaie, ça permet de s'instruire. Ça permet de comprendre comment fonctionnent les mécanismes économiques, pour d'abord comprendre et éventuellement s'en libérer pour éviter les problèmes. Voilà. Les critiques de la Réserve fédérale, on a Ron Paul aux États-Unis, Edward Griffin qui a écrit un livre sur la naissance de la Fed. Donc ça, c'est déjà où on tourne vers le conspirationnisme. Mais en fait, ils expliquent, pas avec Ron Paul, mais avec Monsieur Griffin, ils expliquent comment les élites utilisent la création monétaire pour faire varier le niveau des prix, empêcher ou provoquer des crises, des récessions, etc. Financer le monde académique et son idéologie, le monde militaire, l'armée, le complexe militaro-industriel, etc. Tout ça, c'est documenté de façon rigoureuse d'un point de vue économique. Voilà. Ensuite, l'économie domestique. Ici, on a des chaînes qui prônent le minimalisme, c'est principalement en anglais. Ce ne sont pas que des anglo-saxons, mais c'est en anglais, c'est-à-dire comment simplifier sa vie matérielle, simplifier sa maison, se débarrasser des objets inutiles pour avoir un mode de vie beaucoup plus simple. C'est une tendance qu'on trouve au sein du monde occidental, principalement anglo-saxon, mais on a ça sûrement en France aussi. Les survivalistes, aux États-Unis, Madame Daisy Luther, Jim Cobb, Charles Hogwood et Piero San Giorgio, c'est une particularisation dans le contexte de l'Europe continentale du survivalisme. Il a flairé un bon coup d'un point de vue commercial, et pas que, c'est quelqu'un d'intelligent, Monsieur San Giorgio, mais simplement il a compris que ça faisait partie de l'ère du temps, il a importé des idées américaines en Europe, et il a eu du succès, et voilà, donc ça fait partie de l'intelligence du temps, comprendre que les idées se développent principalement aux États-Unis, et savoir en profiter, pas juste pour faire de l'argent, mais en profiter pour élever le niveau de compétence, et partager l'intelligence, et la lumière, voilà, donc ça en fait partie. Les anarcho-primitivistes, donc là on a M. Kaczynski, qui a été publié en France. Donc en France on publie, c'est pas un jugement, mais c'est un terroriste écologiste aux États-Unis, d'origine polonaise. Il a été publié en France, mais les recherches sur le quotient intellectuel et la sociobiologie ne sont pas traduites. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour expliquer comment fonctionne l'esprit français. Pour l'instant. La sociologie, bon là c'est un peu vague, on a M. Leroy Wilvissen, c'est un citoyen allemand d'origine africaine qui invite dans ses vidéos, c'est en allemand, des citoyens allemands qui souffrent de divers problèmes, alcool, prostitution, radicalité politique, déviance sexuelle, problèmes physiques en tout genre, des gens qui sont parfois, il y a des prostituées aussi, des gens qui sont victimes de la vie ou pas, ou qui arrivent à vivre avec les problèmes qui sont les leurs, ils viennent en discuter, il y a des oppositions entre nationalistes, musulmans, etc., autour d'une discussion en allemand. Voilà. Ça fait partie de la vision moderne de l'Allemagne, si vous voulez. L'Allemagne a bien changé, mais ça permet de résoudre des conflits de façon positive, disons. Monsieur Castanet qui parle des problèmes du système de prise en compte des retraités, des personnes âgées, etc., dépendantes, etc., etc. Ensuite, des politiciens. Donc des politiciens au pouvoir. Ici, nous avons les leaders actuels de la géopolitique, voilà, dont on entend parler dans les médias. Et ces gens-là reflètent la société dont ils sont les représentants, si vous voulez. C'est-à-dire toutes les déterminations que j'ai passées en revue. Là maintenant, ça fait 54 minutes. Ils sont au sommet, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue politique, d'une société qui est structurée sociologiquement, économiquement, politiquement, anthropologiquement, psychologiquement et de façon naturelle pour l'accès aux ressources, mais aussi dans la perspective cosmique. Voilà, il faut replacer ça dans un contexte de façon plus ou moins rigoureuse. Ensuite, le gouvernement américain, donc on a ici le chef des armées, secrétaire d'État, le service de la sécurité nationale, la CIA, le FBI, donc tous ces gens-là qui, en fait, sont les gens qui officiellement, enfin non, officieusement, mais de façon officielle, contrôlent le gouvernement américain, qui contrôle à peu près tous les autres gouvernements du monde par le soft power, c'est-à-dire l'influence culturelle, par la domination économique, par la Fed, le changement des taux, par la domination militaire, par les diplomates, par les conspirations, comme ils appellent ça, etc., etc. Donc eux, c'est
l'État profond de façon officielle. Il y a l'État profond, c'est-à-dire les gens qui vraiment ont le pouvoir, c'est pas Monsieur Biden et c'est les sénateurs ou quoi, ou en France c'est pareil, c'est pas Monsieur Macron, c'est les gens qui tirent les ficelles, mais il y a ceux qui tirent les ficelles de façon officielle, et ensuite officieuse, ça c'est le système monétaire, etc., c'est un peu plus compliqué. Madame Pelosi, Kamala Harris, Joe Biden, qui sont acteurs de la géopolitique mondiale. Les anciens présidents, Monsieur Obama, Clinton, Bush, Sarkozy, Hollande, Merkel, etc. J'en ai listé quelques-uns, voilà, qui font partie du système. Ils sont passés, ils ont joué leur rôle. Bon, voilà. Des politiciens, c'est-à-dire des gens qui font encore de la politique politicienne. Donc, Monsieur Pompeo, Monsieur Newt Gingrich, Clinton, Trudeau, Trump, Bannon. Donc en fait, la vie politique américaine, mais pas que, mais elle est rendue publique en temps réel, donc chacun peut, si ça l'intéresse, comprendre la vie politique américaine, comme chacun peut comprendre la vie politique française, la vie politique de tous les pays où il y a une vie démocratique, on va dire, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que pour comprendre un pays, il suffit pas de saisir ses déterminations économiques, anthropologiques, démographiques, etc., son histoire, etc., mais aussi l'actualité en temps réel du mouvement de l'esprit. Voilà. Et on peut y avoir accès en temps réel en regardant des chaînes d'information, en lisant les médias, etc., etc., et voilà. Tony Blair, Theresa May, Boris Johnson, Gordon Brown, Liz Truss, etc., Monsieur Benjamin Netanyahu, donc tous ces gens ont formé plus ou moins la politique au cours des dernières années, dernières décennies, on pourrait dire, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ensuite, la politique un peu plus sérieuse, on pourrait dire, la philosophie politique. Il y a des conférences sur la philosophie politique par Monsieur Sandel, qui est un philosophe qui enseigne à Harvard ou enseigne à Harvard, disponible sur YouTube. Voilà, quiconque s'intéresse à la philosophie politique et sait parler anglais peut regarder des conférences de Monsieur Sandel, c'est très instructif, c'est très intéressant. Monsieur Putnam, qui est un sociologue, je crois, de gauche américaine, qui dénonce les effets néfastes du multiculturalisme, cité par Laurent Oberton dans ses travaux. C'est comme ça que circule l'information et l'esprit, c'est que Oberton, ça fait partie de la nouvelle génération qui s'approprie les connaissances venues des pays anglo-saxons et qui s'en sert pour écrire de bons livres, parfois un peu brut de décoffrage, comme on dit, mais de bons livres en termes d'intellect dans le domaine français. Donc voilà, Monsieur Oberton, comme Monsieur San Giorgio, est intelligent parce qu'il s'approprie les idées qui sont disponibles et qui en fait son propre miel, on pourrait dire, et qui en fait de bons livres qui permettent d'élever l'intelligence, de faire monter les gens en compétences. Monsieur Mark Sedgwick, qui a écrit un livre sur le retour de la droite radicale aux États-Unis. En fait, c'est un mouvement global, si on veut, enfin global dans le monde occidental. Peter Singer, c'est sur les droits des animaux, l'éthique animale, etc. Monsieur Eric Kaufmann sur la démographie, le remplacement démographique d'une perspective scientifique, sociologique en cours en Occident. Monsieur Quentin Skinner, politicien, théoricien politique. La gauche. Alors là, on a des intellectuels de gauche, ce qu'on appelle des intellectuels mondialistes, qui servent l'idéologie du système, égalité, tolérance, immigration ouverte, open border comme on dit, transition de la nation vers le monde, etc., mais de façon sans la médiation de la conscience. C'est pour ça que le globalisme, comme ils appellent ça aux États-Unis, le mondialisme, crée une réaction négative, ce qu'on appelle le populisme, mais en partageant les informations, les connaissances sur Internet, au niveau global, de façon inconsciente, les peuples qui se réapproprient leur identité, en fait, construisent une identité globale, une identité universelle, mais qui n'existe pas indépendamment des identités particulières, mais qui se manifeste au sein de chaque particularité. C'est un peu complexe, mais je vais illustrer plus en détail. Monsieur Attali, Henri Lévy, Glucksmann, voilà, donc ce sont des intellectuels mondialistes. Dans la version française, il y en a aussi aux États-Unis, dans la plupart des pays occidentaux. Monsieur Chapoutot, Monsieur Nicolas Goodrick-Clark, qui sont des universitaires qui passent une partie de leur temps à nous rappeler les problèmes de la politique allemande du XXe siècle. Voilà. Les nationalistes non européens, donc ça c'est ceux que j'ai listés plus haut, Rokhaya Diallo, Ouria Boutelja, Kémy Seba, mais il y a ça dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire il y a des nationalistes afro-américains aux États-Unis, des nationalistes hispaniques, etc. Il y a probablement des nationalistes pakistanais ou nigérians au Royaume-Uni, pareil en Suède, en Allemagne, il y a probablement des nationalistes turcs. C'est un phénomène inhérent aux sociétés multiculturelles dans le contexte de la modernité. Les écolo-bobos, j'ai parlé de Monsieur Caron, mais il y a les mêmes aux États-Unis et dans les pays occidentaux. La gauche conservatrice. Alors ça, ce sont des exemples principalement français, des sociologues qui sont de gauche, mais en réaction contre la gauche
la gauche, comme dirait Monsieur Abodit, du système, c'est-à-dire qui ont une tendance conservatrice, donc qui sont plus ou moins réactionnaires. Voilà, donc c'est une liste et qui attire des individus, on va dire, modérés, mais qui se rendent compte qu'il y a un problème, qui ne savent pas forcément nommer de façon assez vague avec le système, et c'est une tendance qu'on retrouve une fois dans les pays, quand je dis pays occidentaux, ce sont les pays blancs, comme on dit, principalement européens ethniques, mais occidentaux, pas forcément l'Europe de l'Est, justement, les pays occidentaux en termes de considération par rapport à la guerre froide, par opposition au bloc URSS. C'est une tendance qu'on trouve également, là par exemple avec Paul Ambry ou Sargon Dakat, dans des registres différents, mais en Angleterre, c'est-à-dire des gens de gauche, mais de la vieille gauche, c'est-à-dire celle qui s'intéresse aux travailleurs, aux conditions sociales, aux conditions de vie et aux conditions culturelles de la classe ouvrière. Voilà. Et cette gauche conservatrice, elle est en opposition au système qui est déconnecté de l'intérêt des classes populaires de souche, comme on dit, dans la plupart des pays occidentaux. Voilà. Une gauche islamo-sceptique, Monsieur Bensoussan, donc c'est des gens de gauche hostiles, plus ou moins à l'islam, au nom des valeurs de gauche. Il y a aussi des gens hostiles à l'islam dans le cadre européen continental pour des valeurs de droite, c'est différent. Ensuite, il y a des gens de gauche favorables à l'islam au nom de valeurs de gauche, l'égalité, l'antiracisme, etc. Monsieur Soral, par exemple, qui en fait est un islamo-gauchiste, mais qui est aussi de droite, d'une certaine façon, qui restaure une forme de vision patriarcale, à certains sens. C'est une transition dans l'esprit, dans le développement de l'esprit. Voilà. Ensuite, la gauche pro-souveraineté. Donc le combat de ces gens qui sont de gauche, c'est pas l'identité, c'est la souveraineté. D'un point de vue de gauche, mais aussi avec l'idée des classes populaires, etc., transcender les divisions ethniques par une réappropriation de la souveraineté. Ça fait partie de la révolte contre l'Union européenne, dans le cadre de l'Europe continentale. Et donc voilà, des penseurs que je liste. Donc chacun, et on a probablement les mêmes, en Angleterre avant le Brexit, mais aussi en Allemagne, en Italie, dans tous les pays. C'est un cas particulier à l'Union européenne, c'est la question de la souveraineté. Aux États-Unis, c'est différent, c'est plutôt la question de la défense de l'identité soit ethnique, soit spirituelle, soit éthique des États-Unis, la Constitution, etc., etc. Mais ici, dans le cadre français, c'est la souveraineté. Ensuite, des communistes. Alors là, on a des communistes américains qui en fait reflètent la pensée communiste moderne au niveau mondial, si vous voulez. C'est parce que c'est aux États-Unis qu'il y a la plus grande liberté, que ça attire les intellectuels, etc. Mais il y a aussi beaucoup de communistes de degrés divers en France. Monsieur Badiou qui fait des interventions aux États-Unis, Monsieur Lordon. C'est plus ou moins théorique, plus ou moins politique ou économique. Monsieur Pagani, c'est de bon niveau. Monsieur Chéniaud, voilà, qui un peu incarne la tradition communiste française dans ce qu'elle a de meilleur, pas dans ce qu'elle a de pire, dans ce qu'elle a de meilleur, mais c'est le communisme sans l'oppression, si vous voulez. Enfin, théoriquement. Après, dans les faits, c'est parfois plus compliqué. Mais voilà, donc ça, ce sont ce que j'appelle des communistes de Pagani à Madame Annie Lacroix. C'est des communistes sérieux. Et en ce sens, la France, il y a beaucoup de choses à dire sur la France, mais au niveau intellectuel, il y a beaucoup de choses à dire. Mais la tradition marxiste intelligente mérite d'être respectée. Et donc, il y a des distinctions entre les marxistes modernes américains, qui représentent un peu l'idéologie marxiste globale, si vous voulez, et les marxistes à la française. Ils partagent des fondamentaux en commun, mais distincts, etc. Voilà. C'est intéressant, si vous voulez. Ça, c'est des Allemands. Monsieur Jean Salem, c'est un communiste français, etc. Un peu old-fashioned, à l'ancienne, comme on dit. Des anarcho-communistes, Monsieur Graeber aux États-Unis, Éric Hazan en France. C'est pas toujours très inspiré, mais ça fait partie du processus de l'esprit. Mais Monsieur Graeber a écrit de bons livres. Des écologistes sérieux, Monsieur Latouche, Monsieur Nicolas Fabre, qui a écrit un livre Retour à la Terre. Serge Latouche sur les limites de la croissance économique, la dénonciation de l'obsolescence programmée, etc., etc. La droite maintenant. Donc ça, c'est la gauche. Dans de nombreuses nuances. Et c'est valable. La structure, elle est valable pour tous les pays du monde, mais principalement les pays démocratiques et principalement les pays occidentaux. On a ces distinctions entre les différentes branches, les différentes particularisations de la gauche. Maintenant, la droite. On a les médias alternatifs. Quelqu'un comme Monsieur Shapiro aux États-Unis, le Joe Rogan Experience aux États-Unis, mais ça allait aux États-Unis, mais la pensée est par sa nature même universelle. Chacun peut écouter ces gens-là et s'approprier leur pensée et les traduire, pas littéralement, mais l'esprit, si vous voulez, dans le contexte, qui soit italien, espagnol, irlandais, néerlandais, norvégien, etc., etc. Voilà, Powerful GRE, c'est Joe Rogan. Lauren Chen, ça fait partie de ces immigrés occidentalisés
Je sais pas quelle est son origine, mais elle n'est pas d'origine canadienne, mais elle est occidentalisée en ce sens qu'elle a adopté les valeurs de l'Occident en tant que civilisation. C'est l'esprit objectif. Des conservateurs, on a Monsieur Peterson, Douglas Murray, qui écrivent des livres pour la restauration d'une forme de patriarcat sensé, d'un conservatisme sérieux. C'est un peu, on pourrait dire que Michel Onfray, c'est un peu le Jordan Peterson français. Je n'ai rien contre vous, Monsieur Onfray, vous êtes compétent. Mais Monsieur Peterson, c'est d'un autre niveau. Vous avez peut-être à apprendre de Monsieur Peterson, peut-être a-t-il à apprendre de vous. Ça fait partie de l'échange des idées. Bref. Donc ça, c'est différents types de conservateurs, des gens qui viennent parfois de la gauche, qui ont toujours été de droite, plutôt modérés, qui toujours un peu plus à droite avec l'air du temps. Monsieur Ménard, Monsieur Rioufol, Monsieur Paoli, Hervé Juvin, Thilo Sarrazin, c'est un socialiste, je crois, ou un sociodémocrate de gauche qui a pris conscience des problèmes démographiques et du coup est devenu de droite, parce que on ne parle pas trop de ces sujets. Des conservateurs américains, on peut écouter ça sur Fox News, c'est disponible sur internet en direct, Tucker Carlson, etc. Donc là, la vie politique américaine est rendue manifeste, il suffit juste de structurer correctement pour comprendre ce que j'essaye de faire et de partager. La droite modérée, ce sont pas vraiment des gens de droite, ce que j'appelle des cosmopolites de droite, voilà. Marine Le Pen, François Asselineau, c'est pas vraiment de la droite, mais ils se droitisent parce que le système va de plus en plus à gauche, voilà, donc eux, leur combat, c'est la souveraineté. Voilà, pareil, la souveraineté, c'est un peu fade, mais ça fait partie du processus. Des populistes, alors là, on a Monsieur Farage, des populistes, l'AfD, Alternative for Deutschland en Allemagne, voilà. Des islamophobes, alors ça, c'est, il y en a en Angleterre, Monsieur Tommy Robinson, des islamophobes républicains, ça c'est un occidentaliste, on pourrait dire, d'origine immigrée italienne. Monsieur Zemmour, c'est un patriote français, et Monsieur De Villiers également. Donc ils ont chacun leur raison d'être anti-islam et de forger leur identité par opposition au changement démographique et religieux et culturel. Ce que j'appelle les immigrés occidentalisés. Donc là on a des noms en France, des gens qui sont arrivés, entre guillemets, au cours des dernières décennies dans la perspective chronologique, descendants de deuxième, troisième génération éventuellement, et qui ont des valeurs plutôt de droite, bien qu'ils soient non européens anthropologiques. Voilà. Généralement, la droite, c'est associé inconsciemment ou implicitement aux Européens anthropologiques, mais eux, ce sont des gens qui sont plus à droite que beaucoup d'Européens de gauche. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire des immigrés ou descendants d'immigrés qui se sont socialisés, qui se sont intégrés et qui ont obtenu du succès. L'équivalent dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle l'alt-light. Alors lui, il n'est pas un immigré, mais lui non plus. En fait, non. Bon, mais les gens, l'alt-light, c'est en gros les jeunes générations qui se révoltent contre le système sans franchir la limite de la question ethnique, ou de façon très floue, voilà, qui se disent ok, on accepte le multiculturalisme, mais pas avec tout le monde, uniquement avec les gens intelligents qui acceptent certaines valeurs, etc. Mais c'est une association non des valeurs de droite, si vous voulez, conservatrice. Mais l'alt-right, ce serait l'association au niveau ethnique, aussi des valeurs, mais au niveau ethnique. C'est un peu plus radical dans un certain sens, mais voilà, on peut dire que ça, ce serait en quelque sorte l'alt-light à la française, si vous voulez. Bon. Les républicains durs aux États-Unis, Ann Coulter, Pat Buchanan, c'est pour ça que les républicains durs, ce serait l'extrême droite en France. Hein. Alors qu'il y a plus à droite que les républicains aux États-Unis. Mais bon, c'est juste pour dire que quand on dit Marine Le Pen, c'est une femme d'extrême droite, non. Dans le contexte français, oui, mais d'une façon un peu plus cultivée, Madame Ann Coulter, qui est très modérée, c'est d'un autre niveau. Voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte. L'extrême droite molle, bah justement, voilà. Ils sont parfois durs, etc., mais ça reste mou par rapport à certains standards. Et tant mieux, on pourrait dire dans un certain sens, ça évite des dérives, mais c'est juste que, voilà. Bon. Des libertariens, donc là, venus des États-Unis, Charles Murray, Ron Paul, Jeff Deist, Thomas Sowell, Thomas DiLorenzo, Daniel McAdams, donc les idées libertariennes, qui sont universelles, qui sont non pas antiracistes, mais qui transcendent les conflits ethniques d'un point de vue intellectuel et spirituel. Ce qui fait que tout le monde, potentiellement, peut être libertarien si on s'accorde sur des principes, liberté d'expression, droit de propriété, liberté d'association, donc de pouvoir s'associer ou ne pas s'associer avec les gens que l'on veut sur des critères ethniques, pas de façon raciste, dans le sens où les autres doivent accepter également. Donc c'est une communauté de liberté réciproque qui permet de résoudre beaucoup de conflits
par l'intelligence, la volonté, etc. C'est difficile à tenir comme position politique, mais c'est sûrement l'une des seules raisonnables. Bref. Donc là, d'autres libertariens, donc c'est principalement un mouvement américain, mais en fait c'est universel, universalisable. Quiconque aspire à la liberté, à l'autodétermination, à l'autonomie, à l'indépendance, peut s'inspirer de ces penseurs, économistes, politiciens, sociologues, etc. Stéphane Molineux promeut le libertarianisme, qui est une philosophie politique qui a de l'attrait principalement pour des Européens anthropologiques, mais c'est un moyen pour les Européens de résoudre une contradiction, c'est-à-dire de défendre leurs intérêts de façon implicite, tout en promouvant les intérêts de tous, potentiellement de tous ceux qui ont la volonté de suivre. Voilà. Monsieur Hans Hermann Hoppe, qui écrit de très bons livres, et la version française. Donc ces gens-là ce serait dans le contexte français des libertaires. En fait, les Français font tout comme les États-Unis, mais de façon un peu plus molle. Voilà. Les États-Unis, c'est un peu plus vigoureux. Les Français, c'est un peu mou. Mais parfois c'est correct également. Monsieur Nemo, très intelligent. Ça, c'est un mélange de libéraux économiques et de libertariens politiques. Et ce sont parmi les gens les plus intelligents dans le paysage intellectuel français, parce qu'ils tirent leurs idées principalement, soit directement de ces gens-là, soit des influences que sont Mises, Rothbard, Ayn Rand, etc., etc. Des médias plutôt libéraux, on va dire, pas toujours, mais dans le paysage français, la chaîne de Monsieur de Lesquen et d'Adrien Abozit, Philippe Fabry également, la chaîne officielle TV Liberté, voilà, donc c'est le libertarianisme à la française de façon modérée. Là on a les critiques non racistes de la question juive, les catholiques réactionnaires, donc ça c'est principalement dans les pays catholiques, mais on a les mêmes probablement en Irlande, en partie aux États-Unis il y a quelques catholiques, mais au niveau mondial la résurgence du catholicisme, mais les catholiques, je crois que ça veut dire universel, donc l'esprit catholique est universel, tout comme l'esprit protestant. L'esprit est universel, mais il doit prendre racine dans un contexte particulier, si vous voulez. Donc là ce sont les catholiques réactionnaires dans le contexte français. Plus ou moins jeune génération. Monsieur de Lesquen, il parle de sociobiologie, il est libertarien, il est intelligent. Voilà, un peu provocateur des fois, mais il a un sens de l'humour à toute épreuve, je ne sais pas, mais bref. Voilà, donc là, les nouvelles générations, les anciennes générations, voilà, les nouvelles générations qui s'expriment de façon artistique, si vous voulez, de façon un peu punchline. Voilà, le catholicisme, alors je suis même pas sûr qu'ils soient tous catholiques, mais bon, peu importe, à la limite. Qui suis-je pour juger des bonnes mœurs des catholiques? C'est une blague. L'alt-right, des noms de l'alt-right américaine, sur Internet principalement. Donc leurs idées sont universalisables, universelles, c'est-à-dire la prise de conscience des intérêts ethniques des Européens, les Européens anthropologiques, pour simplifier, avec les questions de sociobiologie, de quotient intellectuel, etc. Et ça façonne l'esprit des jeunes Européens du continent qui voient leur mode de conscience transformé. Voilà. Ça c'est au Canada. Et en France, alors il ne s'identifie pas en tant que tel à l'alt-right, c'est simplement une droite alternative à la droite du système, sous-entendu le système politico-médiatique, c'est-à-dire des gens de droite qui ne vont pas jusqu'aux excès des politiques nationalistes du XXe siècle. Si on devait formuler ça de façon diplomate. Voilà. Donc Monsieur d'Aspremont écrit un bon livre sur l'homme nouveau. Monsieur Drac, Monsieur Gaffier qui écrit sur les bobos, Monsieur Rouze qui écrit sur les pensées interdites, non tolérées dans le contexte politique, et Monsieur Rochedy. Voilà, donc c'est une droite alternative à la française. C'est l'alt-right française qui s'inspire directement ou indirectement de l'esprit du temps, qui est un retour aux valeurs plutôt de droite, pour rééquilibrer les excès de la gauche. Et là justement, on a des femmes, alors elles ne sont pas forcément de droite, mais libérales, à tendance ethno-différentialiste, pas forcément pour Madame Amélie Menu, mais quelqu'un comme Solveig, Minéo par exemple, c'est le cas. Monsieur Rissen, etc. Là c'est plutôt la droite plus radicale, voire même ouvertement nationaliste, parfois antisémite, plus ou moins assumé. C'est un retour dans une forme nouvelle, mais ça fait partie du processus du développement de l'esprit. Pour comprendre la vie politique française, la vie intellectuelle, il faut comprendre toutes les étapes, et ça en fait partie. Et ces gens-là disent parfois des choses lucides. La lucidité, ça à cause de la souffrance, mais l'absence de lucidité également. Donc quitte à souffrir, autant être lucide parfois, au moins un temps, et ensuite dépasser les contradictions. Et en Angleterre, ce seraient des gens comme Mark Collett, Laura Towler, Paul Weston, pas Paul Joseph Watson, mais Paul Weston. Ce sont en fait des gens qui
par réaction contre ce qu'ils perçoivent comme une menace, ce qui peut l'être, comme dans le cas anglo-saxon, le cas anglais c'est l'islam, le cas français également, aux États-Unis c'est la population hispanique, immigrée, illégale ou non, qui vient menacer l'identité, qui justement, parce qu'elle se sent menacée, se pense en processus, enfin, ne se pense pas, mais se réforme peut-être, se reforme et se réforme, se recrée, se redécouvre, se réenracine, se réétablit par opposition à un autre. Mais c'est uniquement dans la lutte intellectuelle contre l'autre que le soi peut s'affirmer, si vous voulez. Et dans le cadre européen continental, c'est en réaction principalement à l'islam que les identités se réveillent, soit en réaction à l'Union européenne, ça c'est dans le domaine politique, le droit, etc., économie, soit dans le domaine ethno-politique, si vous voulez, c'est plutôt dans le rapport au changement de population qui crée une réaction, justement. Et c'est comme ça que l'alt-right, non pas au sens officiel, mais simplement la droite alternative, se recrée partout en Occident par réaction contre ce qui est perçu comme une menace, et ce qui fait que l'alt-right, non pas au sens officiel, mais existe dans chacun des pays occidentaux qui sent son identité menacée, qui justement est contraint, et ça peut être une opportunité de penser son identité, de recréer intellectuellement, culturellement, éventuellement spirituellement, religieusement, philosophiquement. Je fais la présentation philosophique, là c'est pas très sérieux et développé, c'est simplement je passe en revue de ce processus. Voilà. La bourgeoisie d'extrême droite, c'est dans le cas français, ce sont des gens qui socialement privilégiés, sociologiquement privilégiés, mais qui ont des valeurs très à droite, qui sont plutôt d'une ancienne génération. Voilà. C'est la droite bourgeoise française, moderne. Non, pas la droite bourgeoise, la droite bourgeoise nationaliste, parce qu'il y a une droite bourgeoise, ça c'est les républicains français, c'est-à-dire les gens qui sont uniquement pour l'argent, mais eux ils défendent des valeurs plutôt nationalistes, mais ils sont bourgeois également. Voilà. Ensuite, on a des libertariens pro-européens aux États-Unis, quelqu'un comme Chase Reichels a conceptualisé l'unité de la défense de l'identité européenne, l'identité blanche en langage américain, et la politique libertarienne, en disant que, en exprimant en fait inconsciemment que c'est l'expression politique moderne de l'identité politique justement des Européens qui ne veulent plus ou ne peuvent plus ou ne doivent plus tomber dans le piège du nationalisme du siècle dernier, si vous voulez. Parce que le libertarianisme est un internationalisme. Voilà. Parce qu'il peut s'appliquer à toutes les nations, puisque justement il veut l'abolition des nations pour créer des communautés autonomes en termes de volonté politique, d'indépendance et voilà, c'est le pendant de droite du marxisme, et les deux en fait dans leur objectif veulent la même chose, qui est l'abolition de l'État, et en fin de compte pourrait-on dire. L'exemple de juifs pro-européens, c'est surtout aux États-Unis, Monsieur Paul Gottfried, Michael Hart, qui sont en lien avec American Renaissance, le groupe de Jared Taylor, mais également l'alt-right, etc. Ilana Mercer en Afrique du Sud, qui est en lien avec les libertariens, et quelqu'un comme Zemmour, pour d'autres raisons, pour des raisons patriotiques et culturelles, etc. L'identité blanche, quelqu'un comme Jared Taylor, Peter Brimlow, Gregory Hood, ça se passe aux États-Unis, mais en fait c'est un processus global, c'est-à-dire que les Européens prennent conscience d'eux-mêmes en tant que groupe ethnique dans leur détermination socio-biologique par l'intermédiaire des travaux et des interventions politiques de ces gens-là. C'est ce qui se passe pour comprendre le processus de développement de l'esprit au niveau occidental, au niveau mondial. Le nationalisme blanc, ouvertement, donc là c'est surtout aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, etc. C'est dans les pays anglo-saxons qui ont un rapport différent à la question ethnique que l'Europe continentale ne possède pas, parce que historiquement les Européens du continent n'ont jamais été confrontés sur le sol européen à des autres d'un point de vue ethnique, ou alors il y a eu des invasions turques, musulmanes, il y a plusieurs siècles dans la perspective historique, mais d'un point de vue cognitif, c'est un phénomène très récent. C'est pour ça que le nationalisme blanc ne peut pas prendre en tant que tel en Europe continentale, pour la raison qu'il n'y a jamais eu de non-européens, ou très peu, sur le sol européen. Voilà. Alors que dans les colonies anglo-saxonnes, ils ont été confrontés à l'altérité ethnique, les Indiens d'Amérique, les Afro-Américains, les Inuits, les populations natives de Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc., ce qui leur a donné une conscience d'eux-mêmes, par confrontation à un autre, qui permet de se penser soi-même, en pensant l'autre. Et ça, c'est l'extrême droite américaine. Bon, voilà.
Le divertissement. On a du basketball. Bon, j'ai cité des grands basketball américains. Des joueurs de foot. Bon, ça, j'ai fait ça très rapidement. C'était des Anglais que j'avais listés. Bon, on peut citer tous les joueurs de foot. C'est juste pour illustrer. Je m'intéresse plus trop au football, mais voilà, Guardiola, Mourinho, Benzema, Mbappé, Haaland, Messi, etc., etc. La télévision, voilà, pareil, je regarde plus la télé, donc j'ai juste cité Oprah Winfrey parce que ça faisait partie des gens que j'ai rencontrés dans mon développement intellectuel rapidement, mais bon, voilà. L'ASMR, des chaînes ASMR en allemand, non, ça c'est des chaînes de langage pour apprendre des nouvelles langues, ça c'est l'allemand, mais des chaînes ASMR de qualité, voilà, on peut trouver les liens. La technologie, j'ai listé des entrepreneurs, principalement aux États-Unis, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil, Elon Musk, Max Moore, c'est le transhumanisme, la singularité technologique, qu'est-ce qu'on a encore, la réalité augmentée, les réseaux sociaux, les développements technologiques, la Silicon Valley, etc., etc., principalement aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Des lanceurs d'alerte, pareil, principalement dans le monde anglo-saxon. C'est pour ça que les anglo-saxons, beaucoup de gens les blâment en France, mais on leur doit, je parle le on global, les gens, l'humanité leur doit énormément en termes d'inventivité, de créativité, de compétences, de science, d'intelligence, de connaissances, d'économie, de progrès économique. Voilà. La géopolitique. Bon, on a Monsieur Soros, on pourrait en lister d'autres, Madame Specter. La géopolitique, ça ce sont des chaînes de gens compétents qui comprennent la géopolitique. Ça c'est dans le cadre français, ça c'est une perspective ésotérique, mystique. En anglais, ils parlent de géopolitique d'un point de vue français. Là c'est d'un point de vue français. Voilà. Les théories du complot, le complotisme, le conspirationnisme. De quoi parle-t-on? En fait, le complot, c'est la totalité des gens qui se révoltent contre le système et qui acquièrent une conscience d'eux-mêmes, et c'est la circulation de l'information qui permet la prise de conscience de soi, de l'esprit. C'est ça, le complot en langage philosophique. Tout ce que j'ai listé, ça fait partie du complot, de la conspiration, l'union des esprits. Alex Jones, O'Brien, donc ça ce sont des gens qui ont écrit Peter Dale Scott, etc. Et les conspirationnistes s'inspirent plus ou moins directement de ces gens-là. Le côté mystérieux, les banquiers qui manipulent, les sociétés secrètes, etc. Les reptiliens, les Illuminati, les Illuminés de Bavière, les francs-maçons, il y a toute une mythologie, les jésuites, il y a une mythologie très secrète. Voilà, des gens qui trouvent beaucoup d'intérêt à étudier ça. Ça peut être intéressant, mais de façon rigoureuse, plus ou moins de façon formelle, il faut replacer ça dans le contexte. Voilà. Monsieur Pierre Hillard, Valérie Bugeaud, Lucien Cerise, qui, dans le monde francophone et français, parlent de ça. Voilà. De la question du complotisme. Des historiens, bon là je pourrais lister tous les historiens, mais c'est juste Monsieur Howard Zinn, qui a écrit une histoire populaire des États-Unis, Bernard Lugan, histoire de l'Afrique, l'esprit absolu, des artistes afro-américains, très célèbres, je ne vais pas commenter, voilà, des artistes américains importants, afro-américains, des artistes, des Américains blancs, des Euro-Américains comme on appelle ça aux États-Unis, Eminem, Lady Gaga, qui sont des réflexions de l'individualité de Dieu dans le monde de la pop culture, parce que Dieu est un processus avec plusieurs aspects, et par leur intellect, ils sont pas intelligents, forcément très intelligents d'un point de vue purement quantitatif, mais ils sont très intelligents, ils le sont, mais ils sont très intelligents d'un point de vue de l'expression verbale, de la compréhension, ce sont des gens intelligents qui ont un talent créatif, artistique, incroyable, qui ont plusieurs facettes, une psychologie très profonde, qui ont plusieurs caractéristiques psychologiques, ce sont des artistes brillants, brillantissimes même. D'autres très grands artistes que tout le monde peut écouter, des centaines de millions de vues, et qui expriment dans leurs chansons des vérités ou des déterminations de l'esprit importantes, voilà, qui révèlent sur la psyché masculine, la psyché féminine, le rapport cosmique parfois, le rapport comique aussi, la psychologie en termes de motivation, de dépassement de soi,
de la nostalgie, toutes sortes d'émotions, les aspects un peu plus troubles de la psyché humaine, de façon artistique, bref, on trouve ça. Le côté émotionnel, le côté comique, le côté sérieux, le côté romantique, le côté combatif, les tendances sombres de la nature humaine, les tendances plus joyeuses, etc. Tout ça est reflété dans la musique populaire de tous les pays, mais principalement aux États-Unis, où la qualité d'expression est encore plus développée qu'ailleurs. Voilà. Donc là, des groupes de musique américains très célèbres. Voilà. Là, ça, ce sont des Anglais, une Écossaise et des Allemands. Des artistes hispano-américains ou latinos. J'aurais pu en lister d'autres, mais ça a été fait rapidement. Ariana Grande, voilà. Enfin, le cinéma, pareil, ça j'ai fait ça en 5 minutes, des grands acteurs, des grands directeurs, des actrices, etc., etc. Principalement américains, britanniques, voilà, anglaises, des cinéastes. Chacun exprime une vérité sur l'esprit, si vous voulez, de façon différente. Truc connu, voilà, c'est pour ça que la culture américaine, la pop culture américaine est universelle en termes de quantité, c'est la plus étendue, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste du processus que je viens de montrer en presque 1h30 de vidéo. Bref, la littérature, pareil, ce sont les écrivains modernes, pas les écrivains passés, c'est pour ça qu'il y en a très peu que j'ai lu ou dont j'ai conscience, parce que je ne lis pas trop de la littérature moderne, mais on pourrait lister tous les écrivains modernes, voilà, c'est des Américains, Européens et des Anglais. Madame J.K. Rowling. La religion, des théologiens qui nous viennent des États-Unis. Monsieur Dreher, Thomas Hoard, qui écrivent des livres sur Dieu ou sur le christianisme, intéressant. Le paganisme formel, la religion traditionnelle des Européens. Monsieur Neil Gaiman et Scarlett Sinclair. C'est aux États-Unis qu'a lieu le retour, la résurgence du paganisme. Le New Age, pareil, dans le monde anglo-saxon, qu'on a les penseurs du New Age qui sont parfois traduits en français. C'est la conscience, l'éveil, la spiritualité, etc., etc., en langue anglaise, par des auteurs principalement anglo-américains. Les witches, ce qu'on pourrait qualifier de sorcières, dans le sens où des femmes spirituelles qui ont des pouvoirs de compréhension du réel, d'intuition, de connexion avec le cosmos. On trouve des chaînes, principalement, encore une fois dans le monde anglo-saxon, principalement chez les Américains. Il y a de tout aux États-Unis. C'est pour ça que c'est un pays extrêmement riche, pas d'un point de vue économique seulement, mais d'un point de vue culturel, intellectuel, spirituel. La France, en comparaison, est assez pauvre. C'est pour ça que j'essaie d'importer la richesse américaine par la pensée dans une perspective française pour éclairer les Français. On a du tarot, de la magie, des chaînes YouTube, etc. Des païens, des chaînes YouTube de païens qui ravivent la tradition européenne de façon sérieuse. Il y a les païens formels et les païens un peu plus sérieux, donc ce sont des Européens ethniques qui ravivent leur propre religion. Ici en français, en allemand, la plupart sont américains. Alain de Benoît le fait par des ouvrages théoriques surtout, Thomas Ferrier, Claude Lecouteux, Jean Audry, pareil, c'est plutôt théorique, alors que les autres, ce sont des plus jeunes générations qui font ça de façon plus spontanée et qui sont menés sur un processus de redécouverte d'eux-mêmes. C'est le processus de la phénoménologie que je viens de lister depuis 1h30 presque. Voilà. Et donc ce sont des gens qui ont conscience de la plupart des déterminations qu'on vient de passer en revue. Démographie, anthropologie, sociobiologie, psychologie, économie, législation, sociologie, histoire, culture, etc. Ce sont des gens très intelligents en un processus d'éveil. Ce sont des Européens ethniques qui ravivent la religion traditionnelle des Européens, la religion ancestrale. Ensuite, la philosophie. Là, on a du traditionnalisme. C'est néerlandaise, un irlandais. La conscience cosmique. Donc là, le traditionnalisme, c'est en gros une réaction contre la modernité, si vous voulez, mais de façon intelligente. La conscience cosmique, ça fait partie des individus les plus éclairés sur le rapport de l'âme humaine, de la conscience humaine à la totalité cosmique. C'est des vidéos en anglais. Monsieur David Thomas Wisdom, c'est un maître spirituel afro-américain. Affected Collective fait des vidéos scientifiques sur la philosophie indienne, la physique quantique, la connaissance humaine, le rapport de la conscience au réel, etc. Donc pour des buts éducatifs, c'est un niveau élevé, non pas en termes de complexité, mais en termes d'élévation de conscience. Voilà. Voilà, et ces gens-là ont écrit des livres sur la conscience cosmique.
des philosophes hegeliens. Alors c'est principalement des Français. Lui, ça a écrit Monsieur Magui a écrit un excellent livre sur Hegel et la tradition hermétique. Et là, ce sont de bons hegeliens français. Des philosophes, pas des philosophes de salon ou de bureau. J'en suis un en partie, pas que, mais voilà. Mais Footnotes to Plato, c'est pareil, c'est la conscience cosmique de façon rigoureuse, de façon spontanée aussi, de façon romantique, dans le sens philosophique du terme. C'est une des meilleures chaînes disponibles sur Internet. Il est professeur, je crois, d'université en philosophie. Il est très jeune, il a même pas 35 ans, je pense. Et pareil, il est très jeune. Des professeurs de philosophie jeunes de la nouvelle génération qui ont une vision des choses. Alors elle, c'est pas dans la perspective cosmique, mais c'est une perspective plutôt de gauche. Mais voilà. Pareil, des réflexions philosophiques sur Slavoj Žižek, l'esprit du monde. Un jeune philosophe hegelien amateur, mais avec un contenu de qualité, des philosophes plus sérieux aux États-Unis, épistémologie, théorie de la connaissance, pensée philosophique d'un point de vue formel, etc. En France, pareil, j'aurais pu en lister d'autres, c'est un exemple, des exemples. Peter Sloterdijk en Allemagne, Gabriel Marcus en Allemagne, pareil, jeune philosophe talentueux. En France, on a également Monsieur Charles Pépin, Francis Wolff, Alexandre Jolien, voilà. Ensuite, ce qu'on appelle les dieux et les déesses européennes, ce sont les individus qui ont le niveau de conscience le plus élevé au monde, parce qu'ils sont passés par toutes les étapes du processus, de façon plus ou moins intensive, on va dire, en accumulant plus ou moins de connaissances et de compréhension, mais ils sont passés par toutes les étapes, et donc ils ravivent, par la pensée, par l'intellect, par la spiritualité, par l'éthique, etc., la tradition religieuse des Européens. Et donc, c'est principalement en langue anglaise, mais il y a quelques français, Oleg en langue française, Marie Cachet, The Thulean Perspective, Varg, c'est pas en français, mais c'est en France géographique, mais la plupart viennent des États-Unis. Ce sont donc les individus qui possèdent la conscience divine, si vous voulez, la plus élevée au monde. S'ils ne sont pas forcément les plus compétents dans leur domaine, dans tous les domaines, mais en termes de conscience, d'élévation de la conscience sur la nature du réel, la structure de l'esprit, ce sont les plus élevés. Ils sont tous européens et c'est le processus de reconstruction, de réétablissement, de redécouverte, de recréation de la religion européenne qui est en fait la seule religion qui s'avère être le christianisme, pas le christianisme littéral de la Bible, mais l'esprit, si vous voulez, le message, si vous voulez, voilà. Et donc, Apollonian Germ, c'est l'individu le plus compétent en termes d'intellect au sein de la substance, pour ainsi dire, dans le monde objectif, c'est l'individu le plus intelligent au monde. Pas dans tous les domaines, c'est pas un expert, c'est pas un génie quantitatif, mais voilà. Donc, comprendre le monde, ça consiste à interpréter par les catégories de la plupart de ces niveaux de l'être. Donc, je vais conclure en repassant. Donc, ce sont tous des fragments de l'esprit de Dieu, si vous voulez, des figures de la conscience. L'esprit du monde, il n'y a qu'un seul esprit, prend conscience de lui-même par la médiation d'une infinité de particularités, mais s'élève de plus en plus jusqu'à l'universalité. C'est comme ça que Dieu fait retour à lui-même. C'est ça que les gens appellent la conspiration, si vous voulez. C'est le retour de l'esprit à lui-même. Bref. Qui permet d'accumuler des connaissances, une compréhension du réel. C'est un processus d'auto-détermination, mais aussi de connaissance de soi, de l'âme, de l'esprit, de la conscience, de la pensée. C'est une quête d'accomplissement par la science, on pourrait dire, pas que, mais par une évolution intellectuelle, spirituelle, psychologique, éthique, philosophique. Voilà. Donc je repasse brièvement en revue la structure, la logique, la nature, l'esprit. Vous pourrez re-regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, je la regarderai parce que ça m'intéresse. L'esprit se subdivise en esprit subjectif, objectif et absolu. Et ensuite, l'esprit subjectif, c'est l'anthropologie, la phénoménologie, la psychologie. L'esprit objectif, on a la loi, la moralité, la coutume ou les mœurs, la Sittlichkeit en allemand, les Sittlichkeit ou Sittlichkeit, pas là ou les Sittlichkeit, avec les sous-divisions aussi. Et donc, chaque individu est déterminé par la totalité de tous les moments
et à sa place au sein de la totalité en interconnexion avec tous les autres. Voilà. Pour comprendre ce que dit, pense, croit, fait un individu, il faut replacer dans le contexte. Évidemment, c'est très laborieux, c'est très compliqué, mais je pourvois la vision d'ensemble en tant que document de travail. Ça m'a pris, on va dire, toute une vie de réflexion. En fait, c'est plus de 6 années de découverte intellectuelle, mais plus mes connaissances antérieures. Mais faire le document, ça m'a pris, peu importe le temps que ça m'a pris, mais c'est juste que c'est une structure qui demande des efforts intellectuels que je partage, et chacun pourra la compléter ou non, pour se comprendre lui-même, comprendre les autres, comprendre le monde, comprendre Dieu, éventuellement. Voilà, donc ma contribution pour l'instant. Je m'en servirai partiellement comme document de travail où je renverrai les gens aussi longtemps que ce sera nécessaire, possible, ou librement. Je leur renverrai à ce document que chacun est libre de compléter pour compléter sa vision du monde de la perspective qui est la mienne, la raison d'un point de vue philosophique, la conscience d'être toute réalité. Voilà. Donc là, j'ai parlé brièvement, je pourrais parler pendant beaucoup plus longtemps, de façon plus sérieuse, de façon plus rigoureuse, de façon plus... etc. Mais simplement, je pourvois la vision qui est largement eurocentrique, occidentalocentrique, mais en fait, le processus à l'œuvre est mondial, dans le sens que l'économie est mondiale, la sociologie est mondiale, les déterminations anthropologiques, psychologiques sont universelles, la géopolitique est mondiale, l'art est universel, etc. C'est pour ça que toutes les connaissances scientifiques qui sont mises à jour par le travail de tous ces individus sont applicables à tous. Donc, c'est comme ça que la substance, en langage spinozien, c'est-à-dire la totalité de l'être, prend conscience d'elle-même. C'est comme ça que, en passant par la plupart de ces phases, que l'esprit acquiert la connaissance de soi. Voilà. J'espère que ça a permis d'éclairer les gens qui regarderont ça. Moi, je vais continuer à mener mon combat éthique, si on peut dire, spirituel. Voilà. Et c'est une présentation dans un langage intelligible, rapide. J'ai pas pris de notes, je m'exprime normalement. Je ne l'ai pas toujours fait, ça fait partie de mes erreurs que je dois accepter. Je m'exprime dans un langage courant, de façon intelligible, pour quiconque est capable de comprendre cela. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais continuer à travailler.